Alors, on m'a dit qu'il fallait qu'on parle de l'avenir du développeur. Alors, je me suis dit qu'on allait commencer par le passé, tout d'abord, c'est-à-dire parler de qui nous sommes, chacun de nous. Pour ma part, je suis journaliste, j'écris sur les Échos. J'ai aussi écrit un bouquin sur la révolution numérique, qui est paru chez Fayard l'année dernière, et dont je tâcherai de ne pas faire la publicité. Et j'ai monté une association il y a 3 ans, qui s'appelle PME Finance, qui est ravi d'appuyer la première manifestation de fierté des développeurs. Patrick, qui es-tu et que fais-tu là? Bonjour, donc mon nom est Patrick Smakia. Donc je suis un programmeur, je pense que Daniel m'a... C'est la condition requise. Hein, voilà, c'est ça. Je suis un programmeur et j'aime mon métier, c'est clair et net. Donc je vais parler rapidement de mon parcours. Donc j'ai eu beaucoup de chance, mon père informaticien à 10 ans, donc il y a 28 ans, j'ai commencé à programmer sur Excel-Tel, puis Amstrad, puis Amiga, enfin j'avais fait un peu tout comme beaucoup ici. Et donc j'ai jamais posé la question, je voulais faire du code, je voulais être programmeur, c'est mon truc. Donc naturellement j'ai fait une école d'informatique, l'ENSET, l'ENSET section informatique, ça il n'y avait pas de question. Puis j'ai commencé le monde de l'entreprise dans des grands comptes, type, je ne sais pas si vous connaissez Amadeus ou même Alcatel ou d'autres des grands comptes. Je m'y suis pas trop plu, j'y suis resté 2 ans, c'était pas trop mon truc. Et du coup j'ai essayé une petite PME à Monaco qui m'a tout de suite nommé chef de projet. J'étais un développeur avec 2 ans de background, je devais être un chef de projet, mon salaire ça ressentait. Et tout de suite, parce que j'étais un bon développeur, il fallait que je sache gérer des gens, ce qui n'était pas vraiment le cas. L'expérience n'est pas très bien passée. J'avais tendance à faire toute l'application moi-même, etc. Ça a quand même duré 3 ans. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, bon, maintenant, je vais retourner vers le développement pur et dur, vers l'enseignement aussi. Donc j'ai fait un peu d'enseignement en IUT, un petit peu aussi à la fac de Nice. Ça m'a beaucoup plu. J'ai eu une grosse opportunité avec les éditions Aurélie et Microsoft de faire le best-seller sur... Ça, c'était en 2002. Donc j'ai pu écrire le best-seller sur .NET et C# en 2002. Donc mon nom est devenu un petit peu connu. J'ai pu commencer à faire des trucs un peu comme je dis rock'n'roll, aller dans des grosses boîtes type Sogé, faire du training, faire des audits de code, parler vraiment avec les équipes. C'était une période très intéressante. De là, j'ai découvert un vrai besoin, c'est qu'en fait, les gens n'avaient aucune visibilité sur les très grosses applications qu'ils développaient, qu'ils maintenaient. Et de là m'est venue l'idée de faire un outil qui permet de faire de l'analyse statique, qui permet de remonter, qui prend en input un programme et qui ressort à la sortie tout un tas de problématiques, de conseils à donner, qu'est-ce qui ne va pas, en termes de calorimétrie, en termes de structure, en termes de couverture des tests, enfin, toutes des bonnes pratiques, on va dire. Donc cet outil c'est Handypen, j'en vis depuis 7 ans. Je continue mon métier toujours de le programmer, c'est ce que j'aime. Je ne suis pas forcément un très bon entrepreneur puisque je suis resté tout seul dans mon entreprise. Par contre j'ai 4000 clients, enfin l'entreprise a 4000 clients, 2 par le monde. Et donc ça se passe plutôt bien, j'en vis bien depuis 7 ans. Et puis surtout je m'éclate et c'est la liberté. C'est la liberté d'aller avec ma chérie aux Philippines l'hiver codé. C'est la liberté d'aller dans des entreprises qui m'intéressent parce que des fois ils veulent avoir un petit peu plus d'expertise sur l'outil. Surtout, ils donnent beaucoup de retours très intéressants. Et donc, je pense que je suis un profil un petit peu un ovni. Mais l'important, c'est que je programme toute la journée, la plupart du temps, on va dire au moins 6 ou 7 heures par jour. Et je m'éclate et ça se passe très bien. J'ai pas de patron, j'ai pas d'employé. J'ai pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Sur 4000 clients, il n'y en a aucun qui peut me... Mais il y en a quand même un qui t'emmerde, c'est pas possible. Sur 4000, c'est pas possible. Si, ils m'embêtent, mais ceux qui m'embêtent, je peux... Voilà, on peut le mettre tout à l'heure. JB, même cause, même punition, même question. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis un geek parisien, j'ai 30 ans. Vous me connaissez pas, mais vous connaissez peut-être un petit logiciel qui s'appelle VLC Media Player. Dont je m'occupe en tant que président de l'association et en tant que lead dev sur ce soft sur lequel je bosse depuis 7-8 ans maintenant. C'est un vieux soft finalement, qui date des années 95-96, mais qui est le soft français le plus utilisé au monde et le moins rentable au monde. Parce qu'il n'a même pas 4000 clients.
Black Zappa. Moi, j'ai une formation un peu plus classique de grande école, même si je n'allais pas souvent en cours, et en fait, je suis autodidacte sur toute la partie informatique. J'ai bossé aux États-Unis, j'ai bossé avec 4 startups, et puis je suis en train de monter ma startup depuis un an autour des technologies, autour de VLC. Est-ce que, on va continuer à jouer des essuie-glaces, mais juste, tant qu'on est sur le passé, est-ce que tu peux raconter cette histoire de pourquoi VLC a été écrit? Parce que Central n'avait pas d'argent, moi je trouve ça délectable. Non, mais en fait, c'est une histoire un peu marrante, c'est qu'en fait, c'est une histoire qui remonte aux années 60, contrairement à toutes les autres grandes écoles, Central Paris, et donc l'école Centrale Paris, dépend du ministère de l'Éducation nationale. Et donc en fait, la dotation en fait, est la même que les universités, c'est-à-dire quelques milliers d'euros par élève, et pas comme les mines ou Polytechniques qui ont des grosses dotations. Donc il a fallu déménager l'école Centrale Paris de Paris, il a fallu la mettre, comme c'était central, ils ont décidé Clermont-Ferrand. C'était plutôt logique. Et en fait, les anciens élèves ont dit « Oh non, pas du tout ». Donc ils ont acheté un terrain à Châtenay-Malabry et ils ont dit à l'école « Écoutez, vous avez le droit de construire votre école sur ce terrain, mais c'est nous qui achetons le terrain ». L'école était très contente, et l'éducation nationale aussi. Mais le résultat, c'est qu'en fait, le réseau, et tout le campus appartient aux anciens élèves. Et donc quand le réseau en Token Ring en 93 commençait à... Je ne sais pas si les gens connaissent Token Ring, ça dit quelque chose à quelqu'un? Ouais. Donc c'est vraiment lent. Et en particulier, ça... C'est pas une minute, ça? C'est surtout très douloureux quand on fait du Doom. Vous inquiétez pas, je parle toujours de VLC. Et donc en fait, c'est absolument catastrophique dès qu'on veut faire du jeu en réseau. Et donc dès 92-93, ils commençaient à se plaindre. L'école dit attendez, le campus c'est pas à nous, moi je paye pas. Donc ils sont allés un peu voir plein de gens et ils ont vu des gens de Bouygues, TF1. Qui ont dit écoutez, le satellite ça vient de commencer, si vous êtes capable de prendre le flux satellite et de le balancer sur votre réseau pour détruire votre réseau, je vous paye votre nouveau réseau. Et les mecs ils se sont dit ok, banco. Et c'est comme ça qu'est né le projet d'Ideolab. Les gens ils voulaient jouer à Doom. Emmanuel, le challenge maintenant c'est de raconter ta vie en trouvant une histoire encore plus marrante. C'est difficile. Bon, moi je suis Emmanuel Carly, j'ai 38 ans. Je suis venu à l'informatique après avoir fait des sciences physiques. Je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trop carré pour moi et puis j'ai fait une école, j'ai fait l'EPITA. Je suis sorti en 2002, faire l'EPITA dans les années 98, c'était déjà un peu rock'n'roll. Ensuite j'ai fait ma carrière dans des grands groupes, alors, principalement chez Thales sur de l'embarqué. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période qui a été un peu rock'n'roll? Je suis arrivé, on m'a expliqué que quand on faisait du développement logiciel, on faisait du CMMI. Et puis là, on m'a mis un gros truc sur la table, j'ai fait waouh! Et moi, j'ai dit non, je vais faire de l'extrême programming. Et on a commencé à faire de l'extrême programming. Les mecs, on s'est mis à faire du pire programming sur une machine. On a fait un projet comme ça qui a duré 2 ans, à 2. Tous les mecs venaient nous voir tous les jours en nous disant hey, vous allez vous planter et vous allez vous faire dégager de Thales. Et résultat des courses, on a fini avant, on a multiplié d'un facteur 10 la productivité et puis ils se sont dit waouh, ces mecs qui avaient l'air un peu tarés, finalement ça marche un truc. Et ça m'a permis d'évoluer dans le groupe. Je suis passé sur du programme management, sur la production d'équipements. Je suis passé dans une boîte qui faisait du soft pour la finance qui s'appelle Sophis, qui a été racheté depuis 2 ou 3 fois et qui appartient à Maësys. Et j'ai fini finalement par expérimentation directeur dans un cabinet d'avocats pour faire du financement de la R&D. Et pendant toute cette période-là, le soft, ça me manquait. Et le soir, comme j'ai besoin de dormir à peu près 12 heures une fois par semaine, j'ai continué à coder. Et mon activité de conseil, ça m'a permis de découvrir le monde du web que je ne connaissais pas du tout et ça m'a vachement plu. Et depuis 4 ans, la nuit, quand la famille Carly se repose, le père code et il y a du clic-clic dans le salon. Voilà. Et aujourd'hui, je suis directeur général du Pitec et je suis très content d'être avec vous. Nicolas, toi qui as la réponse à la question ultime de la vie et de l'univers, trouves-tu une histoire encore plus rigolote? Je ne sais pas non plus. Donc moi, je suis presque le plus vieux, je pense. Non. Dans ceux qui ont parlé pour l'instant, dans l'histoire. Donc moi, j'ai fait des études assez classiques, parce que j'ai atterri à Henri IV en prépa. Puis j'ai eu un coup de peau, je suis parti aux États-Unis pour les Jeux Olympiques en 84. Ouais, ça remonte. Puis j'y suis resté, j'ai fait de la physique.
j'ai fait un master de physique nucléaire. Et puis j'ai été travailler chez Sony au Japon dans une partie qui travaille sur les matériaux. Donc à l'époque, en fin de compte, on cherchait à trouver des matériaux plus efficaces pour faire des semi-conducteurs. Et j'ai été exposé, je dirais, aux problèmes de programmation, parce que j'étais dans un labo, personne ne savait programmer, on avait des machines qui ne marchaient pas. Et bon, je me suis mis à débugger le truc petit à petit. C'est comme ça que j'ai appris à programmer, donc plus ou moins par hasard. Puis je suis rentré en France, chez Sony toujours. Et là, je me suis dit, la physique, c'est pas mon truc. Donc je me suis dit, je veux faire de l'informatique. J'ai cherché en France à cette époque, il n'y avait pas grand monde qui faisait de l'informatique correctement, en tout cas de façon pratique comme je le voulais. Donc je me suis retrouvé à Epita. Au début comme étudiant, j'ai été embauché à Epita comme admin 6 mois après. Donc je me suis retrouvé à la fois étudiant, j'ai un diplôme d'Epita signé de moi. Okay, donc c'est assez énorme, parce qu'entre-temps, entre le début de l'année et la fin, je me suis retrouvé responsable de la filière système réseau. J'ai créé la système réseau et sécurité. Okay, donc je suis diplômé de moi-même. Et du coup, j'ai créé en même temps une entreprise comme Intrinsèque, qui est un des leaders français aujourd'hui de la sécurité avec 400 personnes. J'ai créé un truc qui s'appelle Nitexia, qui a été racheté par Symantec. Voilà, j'ai monté pas mal de boîtes dans la sécu. J'ai eu pas mal de contacts avec Xavier Niel. Pendant ces années, je cherchais un peu piraté, quelques petits problèmes, donc on s'est retrouvés en prison ensemble. Donc, on s'est rencontrés suite à une histoire un peu compliquée, parce que j'avais changé la Joconde en Tabata Cash. Donc sur le site, j'avais changé aussi le CV de Fillon, qui était ministre de l'Intérieur. On avait mis Premier ministre piraté en direct à la télé, donc dans une émission de Michel Phil. Donc on avait fait tout un tas de bêtises de ce type-là, ce qui m'a valu de me retrouver dans une cellule. J'ai eu un coup de peau, c'était là. Je suis resté 11 jours en préventive. Ouais. Donc, ce qui me trompe, pas plus vieux, mais dans ce malheur, j'ai été en co-cellule avec Xavier Niel, ce qui a pas mal changé ma vie. Et donc, depuis un petit moment, j'ai travaillé avec Xavier, on a travaillé sur la Freebox, etc. Enfin, sur tout un tas de trucs. Moi, j'ai plutôt une logique en termes de programmation, je suis plutôt branché kernel à assez bas niveau. J'ai écrit le changement de contexte, par exemple, de NewsOS, qui était le système d'exploitation de Sony. Donc toute la partie basse en assembleur, c'est moi. J'ai travaillé pas mal sur Amiga. Si vous avez joué à Workout sur Amiga, c'est moi qui l'ai codé. Bon, voilà, tout ce genre de choses, j'ai joué un petit peu dans le jeu vidéo, mais essentiellement dans le système. Et puis rapidement, j'ai été plus attiré par le côté éducatif, parce que je me suis rendu compte, en fin de compte, quand j'étais à Epita, il y avait des cours et personne n'y allait. Alors, quand je dis personne, c'est personne. Vraiment, il y avait des cours à 2 ou 3, et il y a des choses amusantes, c'est-à-dire qu'à la fin, on avait des cours avec un prof d'un côté, et de l'autre côté, des mecs qui étaient en train de coder, et ça, petit à petit, la classe avançait, et à la fin, la classe était tournée dans l'autre sens, et il y avait des profs qui voyaient les dos d'élèves. Voilà, parce que les gens, petit à petit... Donc petit à petit, on s'est aperçu que pour apprendre à programmer, moins il y a de cours, mieux ça marche. Donc on a mis en place ce qu'on a mis en place d'abord à Epita, puis après il y a Epita qui s'est mis dans l'idée de vouloir avoir la CTI, donc la CTI nous a dit il ne faut surtout pas faire ça. Donc ils ont expliqué qu'il fallait avoir des cours avec des profs qui sont docteurs et compagnie. Donc ils ont mis tout un tas de contraintes, donc moi j'ai dit ça ne m'intéresse pas, je vais faire autre chose. Donc on m'a demandé pourquoi, j'ai expliqué pourquoi je pensais que c'était une bonne chose, on a créé Epitech, qui finalement n'a pas trop mal marché, puisqu'aujourd'hui il y a 4000 étudiants, tous les étudiants trouvent à se placer. Je ne sais pas les stats de l'année, mais les stats de l'année où je suis parti, il y avait à peu près 30 demandes de CDI par étudiant, salaire du style 40 000 € en sortie, donc ça marchait bien. Entre-temps, notre ami Xavier, qui est confronté à des problématiques de RH récurrentes, m'a demandé de trouver une solution. Enfin, c'est une solution qui est plus globale pour former beaucoup d'informaticiens rapidement, en sachant qu'il y a bien la notion de beaucoup et de rapidement qui est important. Donc on a créé cette structure qui s'appelle 42, qui est tout sauf presque une école. On n'a pas trouvé d'autre nom pour l'instant. Mais globalement, c'est pas du tout une école. Il n'y a pas un cours, il n'y a même pas de salle de cours. Il n'y aura jamais un enseignement. On va former des gens, on va apprendre à des gens à apprendre à développer tout seul, apprendre à se développer, etc. On a aussi une mission plus générale de prosélytisme. On va intervenir sur des écoles maternelles, primaires, pour essayer de sensibiliser le plus de gens possible au développement. Voilà, donc voilà un petit peu mon parcours. Le reste, c'est sur Wikipédia. Voilà donc pour le passé. Alors pour le présent, il y a une manière très simple de poser des questions, c'est juste de lever le bras. Alternativement, le droit ou le gauche. Les deux, je pense, peuvent être acceptables. Voir les deux en même temps, mais c'est que la question est urgente. Auquel cas, il n'y a pas de... Enfin, faut
faut que ça soit... Bon, enfin voilà. Si on passe au présent, et après on parlera de l'avenir, sans doute on parlera de l'évolution du rôle du développeur en France et en Europe, et d'éducation. Mais sur le présent, comment ça vit aujourd'hui un entrepreneur solitaire ou un codeur en groupe, est-ce qu'on peut rentrer sur la spécificité du développeur aujourd'hui, le point de départ quand on est développeur en France et qu'on reçoit donc 30 propositions de CDI à la fin de ses études, ou pas de ses études d'ailleurs. Patrick. Je suis pas sûr de comprendre. C'est quoi, quelle est la vie de l'entrepreneur solitaire, et est-ce que pour toi ce côté un peu loup solitaire est naturel chez un développeur? Non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment moi qui fonctionne comme ça. Je n'étais pas trop mauvais en équipe, mais c'est vrai que je m'estime énormément plus productif comme ça. J'ai même une fois pu discuter avec un client qui pensait qu'on était 30 et je lui ai dit qu'on était 5 et il m'a fait waouh. Alors que j'ai tout ça, je pense que je suis assez productif comme ça se passe bien. Et j'ai tout un background, on peut dire que je programme vraiment dans tout un tas de langages depuis 28 ans. Donc, même si j'ai 38 ans, c'est pas trop jeune, pas trop vieux. Ça fait longtemps que je programme. Pourquoi es-tu resté en France? Non, c'est pour des raisons personnelles, type famille, ma copine, tout ça. Je pense que après, c'est vrai que j'aime bien voyager, j'aime bien les trucs et tout ça. Et on pense peut-être d'ailleurs à y aller. Bon, après, ça, c'est un autre débat. L'environnement français n'est pas forcément propice à l'entrepreneuriat. Mais justement, le présent prépare l'avenir, donc vas-y, parle-en. Non, mais on voit bien, dès qu'on allume la télé, on voit bien patron égale salaud. Hein. C'est la France, ça c'est comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le débat, mais s'il y a vraiment ça, c'est ancré. Alors que si on veut mettre un mot un peu plus propre, on dit entrepreneur, mais en France c'est à peine plus propre que patron. C'est ma vision des choses, mais je crois que dès qu'on allume la télé, c'est triste, parce que c'est aussi créateur d'emplois. Alors d'un côté, ils disent créateur d'emplois, c'est formidable. Ah oui, mais ça c'est vrai, oui. Parce que je ne me sens pas de passer par toute l'administration. Non, ça je ne peux pas. Je délègue quelques petites choses à des sociétés, mais... Est-ce que, Emmanuel, tu voulais rebondir ou c'est juste dans le micro? Non, dans le micro, parce qu'il y a quand même... C'était pour rien. Je crois qu'en France, quand on est développeur, on est vu comme un technicien, et je crois que malheureusement, c'est mal vu. Enfin, un technicien en France, c'est pas bien vu. Voilà, pour être bien vu, il faut être un manager, il faut donner l'illusion de gérer plein d'argent et plein de monde, et ça, c'est une erreur, parce qu'aujourd'hui, avec les possibilités qu'on a aujourd'hui dans l'informatique, c'est juste fou. La technologie, elle est gratuite. Vous avez la capacité d'avoir de la bande passante du serveur comme ça, en un claquement de doigts. Ça vous coûte moins cher d'avoir des capacités de calcul que de fumer. Et finalement, si vous êtes créatif et si vous... J'ai une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est que ferions-nous si nous n'avions pas peur? Et ça, c'est fantastique. C'est aujourd'hui, il y a des opportunités dans ce secteur-là qui sont fabuleuses. Nous, on a des étudiants en ce moment qui se font recruter, qui sont en 4e année sur la côte ouest. Voilà, c'est tout simplement super. Il faut juste, je pense, arrêter de regarder ce qu'il y a autour de nous et de foncer. Voilà, il y a des opportunités, il y a du business à faire. Je pense qu'un point qui est intéressant, je voyais le responsable de Rue de Baguette qui me disait en France, vous faites une erreur, c'est que vous traduisez projet par projet quand nous on parle de business. Et du coup, on a tout de suite cette composante business-marché qui fait que quand on développe quelque chose, c'est pour nous permettre de vivre, de faire fonctionner une structure, d'aller dans l'entrepreneuriat. Et peut-être qu'on n'a pas ça, on n'a pas ça aujourd'hui. Donc, pour résumer, technicien en France est mal vu. Et quand on est développeur, on a la sensation d'être technicien, sauf qu'on a la capacité d'atteindre le monde entier au travers du soft. Manager, c'est super, sauf que quand on manage, on fait des énormes bourdes et puis on peut... Et en fait, vous gérez les problèmes des autres, donc c'est pas intéressant. Moi, je comprends que tu veux travailler tout seul. Et ça, et puis ce que tu fais, c'est tout simplement hallucinant. Parce qu'en fait, tu dis à tes clients que vous étiez 5, mais en fait, tu es tout seul. Donc c'est waouh.
Tu le dis pas. Et il faut oser, il faut y aller, c'est tout. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de cursus qui sont adaptés à remettre en cause finalement ce modèle classique et ce modèle qui a été pensé pour faire de notre pays un pays industriel. Et on a raté le coche. On n'est pas assez individualiste. C'est une question, une suggestion. JB, tu as été, je ne sais plus, attaché scientifique adjoint, tu l'es encore, enfin, tu es au consulat de San Francisco. Quelle est la différence être codeur ici ou être codeur là-bas, à part le fait que c'est le rêve de tout le monde, en gros, ou pas? Au niveau développeur, en fait, il n'y a pas beaucoup de changements, pour être très honnête. Moi, j'ai vécu un an à San Francisco, et ma tâche, c'était de faire de la veille technologique sur la Silicon Valley, payé par l'État. C'est vraiment un job sympa. Mais en fait, donc j'ai vu beaucoup de startups et beaucoup de grosses boîtes. Et en fait, les développeurs là-bas, c'est un peu comme ici, sauf que la grosse différence, c'est qu'il y a un esprit de positivisme. En France, et malheureusement, souvent, c'est les devs, ils sont pas contents. Alors, pour plein de raisons, en particulier avec une grosse hiérarchie, mais il y a un pessimisme beaucoup trop fort chez les devs en France, j'ai trouvé. Mais sinon, la différence, elle n'est pas surtout sur les développeurs, c'est sur l'échec. Aux US, si tu te plantes, c'est bien, parce que ça veut dire que la prochaine fois, tu vas pas te planter. Alors que souvent ici, tu t'es planté, t'es vraiment une grosse merde, jamais on pourra jamais faire quoi que ce soit de toi, et d'ailleurs, t'aurais jamais dû quitter la SS2I dans lequel ton chef qui était sorti de Central Paris, Elix, t'aurait dit comment il fallait faire pour programmer correctement. Donc c'est vraiment une question de mentalité qui est assez importante. Évidemment, il y a des questions financières. C'est plus facile de lever de l'argent et c'est plus facile de lever, mais c'est surtout une question de prise de risque. Il y a une vraie... Les gens n'ont pas peur de prendre du risque parce que de toute façon, au pire, qu'est-ce qui se passe? Je me plante, je recommencerai autre chose. Et ça va aussi avec l'idée d'être assez positif. Quand on discute avec des investisseurs, alors, on n'est pas dans une question d'entrepreneur, mais souvent, il y a plein de développeurs, ils disent j'ai trouvé quelqu'un qui investit pour moi, moi je peux coder sur mon truc sympa, je pense que je vais faire un produit, j'ai une page blanche, je peux innover ce que je veux, je peux créer. Et puis de toute façon, l'investisseur, lui il sait que 9 sur 10 de ses projets vont se vautrer, mais c'est pas grave parce qu'il y en a 1 sur 10 qui va rembourser pour les autres. Et je pense que ça, ça donne quelque chose qui est assez positif et les gens croient qu'ils vont être capables de faire un soft qui va être utilisé par 100 millions de personnes ou 1 milliard. C'est pas infaisable, quoi. Il n'y a pas beaucoup de limites techniques en tout cas. Je t'ai vu faire la grimace, Nicolas, et je te trouve bien pensif. Non, moi en fin de compte, je pense que le problème est encore un petit peu plus profond que ça, quoi. En fin de compte, on a deux structures de société très différentes. On a une structure de société qui est empirique et expérimentale aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on essaye tout et on voit ce qui marche, alors qu'on est dans une structure où en France, on doit avoir, on va d'en haut vers en bas, donc on essaye les choses que quand on sait qu'elles vont marcher. Et on sait qu'elles vont marcher parce que une personne patentée pour, l'État, le préfet, une sommité, un prof, a décidé que c'était possible. C'est que moi j'étais à Stanford, un étudiant peut proposer un projet et les gens vont écouter, quoi. En France, ça n'existe pas, parce qu'on pense que si le professeur X pense que c'est nul, ça va s'arrêter net. Aux États-Unis, ils vont essayer, ça fera n'importe quoi, c'est pas grave. Il y a de la place, il y a les moyens, tant qu'il fait pas chier, qu'il casse pas le matos, globalement, c'est à peu près fin. Et qu'il est à Stanford. Et qu'il est à Stanford, mais Stanford, c'est pas très sélectif, contrairement à ce que vous croyez. Il y a énormément d'étudiants à Stanford. C'est pas si compliqué que ça d'être à Stanford. Il y a un accélérateur de particules. Par exemple, sur l'accélérateur de particules, il y a tout un protocole pour avoir accès à des expériences. C'est compliqué, ça vaut cher, c'est très complexe. Et il y a un pourcentage d'expériences libre qui choisissent au hasard. Parce qu'autrement, ils donnent une place, si vous voulez, à l'empirique, au random, tout bêtement. Alors qu'en France, on ne fait pas ça. Il faut vraiment, tout est structuré, il faut une autorisation pour chaque truc. Ça complexifie et ça alourdit le système. Et alors, bien sûr, derrière, ça donne cette espèce de positivisme. C'est-à-dire que chaque étudiant a l'impression qu'il peut faire n'importe quoi. Et il y en a qui font n'importe quoi dans l'État. C'est-à-dire que vous voyez des étudiants à la bibliothèque qui discutent et le mec, il a sorti une expérience, il a sorti un truc que les autres n'avaient pas pensé par hasard. Et du coup, tout le monde en parle. Donc tout le monde croit que chacun d'eux, individuellement, peut changer le monde.
Mais c'est parce qu'en dessous, il n'y a pas une chape de béton qui décide ce qui se passe, quoi. Quand vous êtes en France, par exemple, moi je travaille sur un Normal Sud, il y a un comité, c'est de la police. Si vous voulez donner une idée, vous ne pouvez pas, parce que même avant de vous poser votre idée, on vous dit mais t'es qui? Avant même le début, vous avez une espèce de prérequis en disant ils y ont forcément pensé si quelqu'un. Vous voyez, c'est le coup de l'histoire des V2 avec les polytechniciens qui leur a dit non, si ça marchait, on l'aurait vu en cours, quoi. Voilà. Vous êtes dans la même logique, c'est-à-dire qu'on a une logique structurelle où on descend de ce qui existe vers ce qu'il faut faire, alors que l'autre, c'est ils font du random. Ça marche relativement bien, c'est vrai qu'il y a le bordel, hein. Il y a plein d'échecs. Emmanuel Carlier, puis maintenant j'ai remis mes yeux, la question dans la salle, parce que quand les... Pour illustrer ce que dit Nicolas, il y a quelques années, je bossais avec des militaires français qui allaient justement sur la côte ouest pour gérer des gros programmes. Ils revenaient en France et me disaient que les gamins ils ne peuvent plus rentrer dans le système français classique. Ils sont obligés de redoubler une année. Ah bon, c'est dingue, pourquoi? Parce qu'il me dit aux États-Unis, on est basé sur le résultat. Si le raisonnement est faux et le résultat est bon, c'est bon, t'as tes points. Il me dit en France, on est basé sur le cheminement. Si ton cheminement est faux, que ton résultat est bon, t'as la bulle. Si ton raisonnement est bon, que le résultat est faux, c'est bon. Et ça, je crois que ça crée une vraie différence. Ils sont focus sur les résultats. C'est pareil, j'ai bossé avec Ubisoft au Canada. Les mecs, ils nous disent, nous, on ne veut pas faire développer du soft en France. Parce que les Français vont faire papa-maman. Ils vont faire des softs qui font tout dans tous les cas et c'est ingérable. Et c'est des pragmatiques. Et ça crée une vraie différence, je pense. Bonne question. Ouais, vous évoquez la problématique dans le corps enseignement, en fait, où les étudiants, finalement, ont très peu de choix, de possibilités, en fait, d'inventer, etc. Mais le problème aussi en France, j'ai l'impression, il y a aussi en entreprise, le mot était tout à l'heure, les informaticiens sont des techniciens. On est juste des QQ qui exécuteront au final, et malgré qu'on ait un bac +5, je pense qu'on est tous assez intelligents ici, on a finalement très peu de décisionnels dans notre entreprise, et on est un peu pieds et mains liés finalement à des décisions qui viennent de chefs de projet ou de Nicolas Salirac, Emmanuel Caricamo et Patrice Pacard sur ce sujet, je vais pas demander, mais si tu veux. Oui, moi j'ai donné les exemples effectivement dans le système éducatif, mais le problème il est effectivement social, et il est de même style, l'entreprise reflète forcément cette problématique sociale. Maintenant, il existe quand même en France un secteur d'entreprise innovante dans lequel la créativité est beaucoup plus présente. Maintenant, si tu es dans une super grande banque, moi j'ai bossé pour la Société Générale, forcément il y a 17 niveaux de hiérarchie entre les gens qui développent, et puis si vous voulez, aujourd'hui dans le métier de développeur, il est deux natures aujourd'hui. Il y a une nature qui est où, en fin de compte, on vient en métier de support, c'est-à-dire qu'on vient faire marcher des processus qui sont déjà décidés dans l'entreprise, qui existent, et bêtement, il faut les traduire et les rendre automatiques pour que ça aille plus vite. Et puis, il y a des gens qui sont dans une logique où l'informatique ou le développement fait partie de la création de valeur. C'est-à-dire que c'est le fait d'intégrer dans le métier le numérique ou la process d'automatisation qui change le métier. Bon, dans ces entreprises, forcément, le développeur est forcément ultra entendu parce que c'est la source de valeur. Donc c'est ce qui se passe sur la Silicon Valley en ce moment, c'est ce qui se passe à San Francisco, c'est que des gens se disent, si on intègre, et ça va même plus loin, parce que là on parle de développeurs logiciels, mais on parle aujourd'hui de hacking biologique, on parle de gens qui, le numérique va refaçonner la chaîne de valeur dans la société. Voilà. Donc ça c'est très en avance. Maintenant, notre société française, elle est globalement habituée à fonctionner, à très centralisée, avec un mec qui décide et des gens qui appliquent. Et donc ça c'est plus générique que simplement dans l'école. Enfin, c'est pas le ruban blanc quand même. Hein. Non, bien sûr, c'est jamais. Heureusement, les choses. Je dis aujourd'hui, selon les sociétés, vous avez des petites startups dans lesquelles les développeurs participent à la réflexion stratégique de ce qu'il faut faire. Voilà. Maintenant, vous n'avez pas. Si vous prenez aux États-Unis, j'ai vu un chiffre dernièrement qu'il y avait plus de la moitié des boards aux États-Unis qui ont quelqu'un qui vient du SI, qui vient de l'informatique. Hein. En France, c'est un truc comme 1%, je crois. Ouais. Mais c'est un process, ça va changer. Emmanuel, d'un mot, puis Patrick. Et d'un mot. Ça marche. Si tu es dans cette situation-là que tu veux pas être, il faut changer de structure. Il ne faut pas chercher à révolutionner la structure. Moi, je l'ai fait quand on m'a dit tiens, tu vas faire du CMMA, et je fais non, on va faire de l'extreme programming parce qu'en fait, le projet. On me demandait de refaire un projet qui avait foiré. Je suis arrivé, jeune promu, un projet qui était une catastrophe, et on nous demande de faire la même chose. On nous dit on n'a pas accès aux clients. Tu as 2 ans pour le faire, c'était un truc assez compliqué, c'est planification de réseau tactique. On dit maintenant on va pas faire du CMMI, on va faire un truc qui est beaucoup plus agile parce qu'on a besoin de pouvoir réagir, et ainsi de suite. Et on a fait ça on a mis ce process en place. Ça a été extrêmement difficile, extrêmement difficile.
Aujourd'hui, avec le recul, je suis très content d'avoir fait. Mais au bout d'un moment, au bout de 3 ans, je me suis dit, j'arrête. Je ne vais pas me tuer la santé à convaincre une structure qui n'est pas faite pour ça. C'est des structures qui sont faites pour produire. La production, c'est la gestion des risques, la gestion des coûts, la gestion des délais. Et on n'est pas là pour révolutionner le système. Donc il faut aller ailleurs. Patak. Donc, exactement, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a vraiment quelque chose de symptomatique en France, c'est qu'on ne verra jamais un développeur mieux payé que son chef direct, qui lui-même sera moins bien payé que ça n'existe pas. Alors que j'ai eu la chance à l'époque où j'avais fait livre, j'ai pu aller plusieurs fois à Microsoft. Dans le micro, Nicolas. Je dis, c'est pas vrai, chez Free, il y en a un. Mieux que Xavier? Mieux que Xavier? Que leur Mieux que toi? Je ne crois pas que Free soit l'entreprise la plus représentative. Vas-y, continue ton raisonnement, Patrick. Bon, il y a une exception qui confirme la règle. Et non, moi, j'ai pu me balader dans les locaux de Microsoft Corp, discuter avec les équipes C#. J'ai passé des soirées en allant s'amuser ensemble et tout, c'était super sympa. Ce qu'il en ressort, c'est que je m'étais bien fait pote avec le manager de l'équipe C#, qui était d'ailleurs très jeune, qui avait à l'époque 28 ans, qui admirait complètement l'équipe, et c'est vraiment des gros cadors, et il me disait bien, il me citait exactement les différences de salaire, ça m'intéressait de savoir, parce qu'en France, clairement, l'argent est à vous, mais bon, à un moment donné, il faut vivre, et donc là-bas, ils en parlent sans aucun complexe, et il y avait des différences de 2 à 3, voire 4, pour vraiment les meilleurs, de revenus, et ça m'impressionnait. Moi, j'ai vu vraiment ce qui se passe en France, et c'est dommage, puisque finalement, quelqu'un qui veut vivre, qui veut s'acheter son logement, etc., il va être obligé, s'il veut rester en France, de ne plus faire du développement, de commencer à gérer des gens, à gérer des projets, et c'est dommage. C'est plutôt un constat. Comment est-ce que ça va? Là, je voudrais réagir sur cette histoire de fonction support au core business. Parce que, en fait, tous les core business sont en train de se numériser progressivement d'un côté, au fur et à mesure que la partie, je sais pas moi, une entreprise qui est passée de 0 à 93 millions de chiffre d'affaires en 4 ans, dans le Bordelais, simplement en rachetant des barriques de Château-Latour ou des grands crus qui, après 3 ans, sont changés, pour les revendre ou les louer à d'autres châteaux un peu moins cotés. Ça se faisait artisanalement, et eux, ils ont simplement déroulé le numérique avec un programme ad hoc. Le métier de HA Location, ça s'appelle, dans le Bordelais, c'est en fait du numérique, même s'ils sont dans les barriques de... Est-ce qu'il n'y a pas ce qu'il disait dans la vidéo tout à l'heure, le numérique est partout. Est-ce qu'il n'y a pas une numérisation de tous les business models? Est-ce qu'à l'inverse, dans le core business, notre génération, toi et moi qui sommes vieux, n'a pas perdu la bagarre? La génération d'avant a placé un éditeur dans le top 5, SAP, en Europe, les 4 autres sont américains. Combien de géants de l'Internet sont nés en Europe ces 20 dernières années? Elle était pour toi, Nicolas, mais elle est pour tout le monde. Hein, et elle est pour tout le monde ici, la question. Là, je crois que typiquement dans ce que tu viens de décrire, on reste dans le métier support. C'est-à-dire que c'est un process qui existait, qu'on connaissait, qu'on a juste rendu efficace par le numérique. Là où on a un vrai changement, c'est quand on intègre des choses que le numérique rend possible, que les managers d'avant ne peuvent pas penser. Par exemple, quand vous faites vente privée. C'est-à-dire que quand vous êtes capable de vous adapter à votre client et lui montrer ce que vous voulez. Alors après, bien sûr, il y a toutes les étapes, parce qu'il y a aussi un système d'exemplarité. C'est-à-dire qu'on va regarder ce que les autres font et on va essayer de s'inspirer. Je pense qu'ils se sont inspirés d'une place de marché qui existe déjà, etc. Mais au moment où vous rajoutez de la valeur ajoutée par l'instrumentation, là vous avez besoin d'un informaticien au moment où vous dessinez la chaîne de valeur. Alors que là, ils avaient déjà désigné leur chaîne de valeur et ils l'ont bêtement implémenté. Après, bien sûr, il y a un niveau, j'imagine, mais c'est pas du tout le même métier. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, les vrais changements, les breakthroughs importants, ils se font en créant un nouveau design de la valeur avec des informaticiens dans le board de création. C'est-à-dire quand on est en train de co-créer le produit. Là, c'est une place de marché, c'est-à-dire que c'est jamais qu'une place de marché comme il y a existant, et ils ont bêtement appliqué un domaine. Donc il y en a qui vont le faire dans tous les domaines en ce moment. C'est en train de se faire. Un jour, j'étais avec des gens de Bouygues,
ils sont en train de s'occuper de faire une place de marché pour récupérer les stations vives, vous savez, le truc qui permet de construire. Voilà, tout le monde se dit comment je fais pour économiser toute l'intermédiation qui est en train de se faire. Donc ça, c'est standard. Mais vous avez des gens, imaginez par exemple aujourd'hui quelqu'un qui serait capable de mettre en place un modèle économique dans lequel on va enlever toute la partie visuelle des gens avec des Google Glass et on va leur fabriquer des mondes dans lesquels ils vont vouloir vivre. C'est-à-dire qu'on rentre dans cette pièce, vous voyez un monde médiéval, certains voient un monde futuriste, etc. Donc, ça, ce n'est possible de le dessiner qu'avec des gens qui comprennent ce qu'on peut faire avec du numérique, ce qu'on peut faire avec de l'action sur l'objet. Et pas simplement comment je fais les choses statiques, comment je les décline en choses actives. Donc, je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Bon, en tout cas, il n'y a pas de question. Si j'avance sur la question suivante, en passant le micro à Emmanuel, et puis on va défiler rapidement. Mettons que tu aies raison sur les business models de rupture, reste que les ruptures, elles ne viennent pas d'Europe dans le numérique. Et donc, comment est-ce qu'on convainc un ancien élève, ou un actuel élève, ou un futur ancien élève, peu importe, de 42 ou de l'EBITA, à rester bosser chez Free, plutôt, donc chez un opérateur télécom, à la fin, plutôt que de partir sur la côte ouest. Ou s'il s'est installé en Californie, comment est-ce qu'on l'incite à revenir? La question est pour tout le monde dans la salle. C'est personnel. Je crois qu'il y a tellement de boîtes qui s'écroulent parce qu'ils veulent aller sur la rupture, que... à nouveau, quand je discutais avec Léa Bougard, il me disait finalement il faut aller sur du problem solving. Il y a des mecs qui veulent aller sur de la technologie et ils veulent faire de la techno, révolutionner des mondes, ainsi de suite, et c'est super. Mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'il n'y a de la place que pour des développeurs qui vont réussir à faire ça? Non, je ne crois pas. Prenons l'exemple de .cloud sur la côte ouest, Solomon Hayes, qui est un ancien Epitech. Ce mec-là veut faire de la techno, donc il a fait de la techno. Et il y en a d'autres qui font des choses qui sont beaucoup plus... avec une composante technologique, et qui réussissent tout autant. Et je pense que la question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce que mon objectif, c'est de résoudre un problème sur le marché et de proposer une technologie pour y arriver? Donc là, c'est ce que tu disais, Nicolas, la boîte qui revend les barriques, finalement réussit très bien. Et au final, le développeur, parce que je suppose qu'ils ont un système d'information, ils ont un outil qui peut être plus simple que d'autres, mais ils réussissent à créer de la valeur comme ça. Et n'importe qui peut trouver un intérêt à faire ça. Et c'est intéressant pour la société. C'est la numérisation du pinard. Oui, c'est la numérisation du pinard. Mais s'il y a des mecs qui veulent numériser du pinard, mais allons-y, numérisons le pinard. Il n'y a aucun problème. Et ça crée de l'emploi, ça. Je veux dire, tu travailles comme tu veux, où tu veux, et c'est ça la liberté. C'est ça qui est fantastique. Alors, ou d'aller sur de la haute technologie, et c'est aussi... Nicolas Dameau, puis Patrick et JB. Mais d'un mot, parce que... Dans cet exemple-là, c'est soit une bonne idée économique, mais pour le développeur, c'est pas lui. Lui, il va être en bas de l'échelle en train de développer un truc réfléchi par des HEC. Sans son soft, il n'y a pas de barrique. Il fait partie. Alors ça, c'est extrêmement dangereux pour le coup, mais je te le Non. Je te le rends. Mais je te disais tout à l'heure, aujourd'hui dans les boards, il y a des mecs du SI. Et le mec qui numérise le pinard, il fait partie probablement du board du SI. Il y a quelques semaines, j'étais en contact avec une boîte qui est à Barcelone. Justement, dans le board, ils n'ont pas un mec qui est SI, ils ont un problème avec leurs équipes et ils ne savent pas comment faire. Donc, quand on regarde les statistiques d'entrepreneuriat, il y a plein d'étudiants qu'on ne compte pas comme entrepreneurs alors qu'ils ont des parts dans des boîtes. Et ça se passe très bien pour eux. Nicolas Adamo. Non, mais je suis d'accord avec ça. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une différence entre, pour le développeur, être partie de la création de valeur ou simplement support de la chose. Qui plus est, dans ce que je dis, ça se fait à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être en disruption à chaque étage d'une structure. Dans le mode où on fabrique la part qu'on a, on peut tout à fait être soit dans une logique où on prend des trucs et on fait ce qu'on dit, ou on est force de proposition et collaborative à la structure. Donc l'avenir, on le construit en valorisant le rôle du développeur dans toute la chaîne de valeur et le rôle social d'ailleurs, plus encore qu'économique. Moi je suis assez d'accord, mais surtout en fait je voulais... c'est très important qu'on se focalise sur la créativité parce que finalement les fonctions support, on va avoir, et on a déjà des choses qui vont être faites de plus en plus en Inde et en Chine, et si en France on veut rajouter des choses, il faut s'en occuper.
moi je travaille avec plein de gens qui utilisent VLC de par le monde, et notamment plein de boîtes américaines que je citerai pas, comme Cisco, HP, Google et Microsoft et Facebook. Et tous maintenant ont des équipes de développeurs en Inde, à Chennai, à Bangalore, en Chine, etc. Et donc, et finalement, ce qu'ils gardent, c'est justement tout ce qui est à haute valeur, à haute créativité, et à forcer un petit peu les développeurs français de justement prendre, parce que finalement, si c'est pour coder un truc, on a 20 milliards de librairies en C# ou en Java, ça sert à rien, on n'apporte pas assez. Ils en reviennent, hein, de l'Inde, il y en a beaucoup qui en reviennent quand même. Attends, Patrick, c'est le tour de Patrick, je suis désolé. J'ai une phrase. Non, mais Alors, bravo. vas-y. Ce que je veux dire, c'est que si les mecs ils créent de la valeur ici et qu'ils font 100 millions d'euros et qu'ensuite ça part en Inde, et ben super, pendant que ça part en Inde, ils travailleront sur autre chose. C'est fantastique. Et c'est une question de talent. Patrick, mais je crois que tout est d'accord. Tout le monde a entendu? Ouais. Non? Non, pour moi, il y a une erreur, parce que là, on parle d'être entrepreneur, finalement, et pas fier d'être développeur. Le développeur, il est au centre du truc. S'il n'est pas là, ça se fait pas ou ça se fait mal. Voilà, c'est tout. C'est ça qu'il faut revendre. Mais c'est tellement créatif. Et entrepreneur, pour moi, c'est vraiment c'est la créativité qui compte. Après, qu'on soit entrepreneur et qu'on monte un business ou qu'on monte un logiciel et qu'après on le fasse vendre par d'autres ou on le vende soi-même, c'est un peu la même chose, je trouve. Justement, c'est très franco-français de penser qu'il y a une barrière, alors que non. Aux États-Unis, un développeur qui a une idée de logiciel, il fait son logiciel, après il va voir comment le commercialiser. C'est de la créativité. L'important, c'est vraiment de l'activité de créer, que ce soit créer un business, créer un logiciel, et souvent ça va être les deux. En France, en fait, je trouve que ta marque est assez symptomatique de l'esprit français, qui, à mon sens, on a un problème par rapport à valoriser le métier de développeur, ça c'est un problème. Et on a un problème avec l'entrepreneuriat, je crois que tout le monde a compris ma position sur le sujet. Et c'est dommage parce que je pense qu'on pourrait faire les choses autrement. Juste aussi quelque chose d'intéressant qui se passe aux États-Unis. En ce moment, ils sont en train d'apprendre la programmation. Je voulais faire du prosélytisme. Bon, c'est peut-être pas le plus beau mot pour ça, mais montrer comme développeur, c'est beau en collège ou même en petite école. Aux États-Unis, ils en sont à leur mettre des tablettes et avoir des langages où les petits enfants, ils apprennent à programmer en bougeant le doigt sur une tablette. Vraiment, ils veulent que le programmeur, ça fasse partie intégrante de la culture. Et c'est vraiment beaucoup. Ils ont compris ça. Allez-y. Oui, bonjour. Mais juste plus fort parce qu'il faut que tout le monde entende. Ok, je voulais rebondir sur ce que dit monsieur par rapport à ça. Je trouve que une des actions possibles de l'association, ça serait évidemment de s'axer sur la tranche 10-15 ans où il y a du potentiel. Et est-ce qu'il serait possible que l'association propose des choses dans cet axe-là, à savoir proposer des ressources, des sites, tout un tas de choses qui permettraient justement d'augmenter l'engouement du métier de développeur. Donc la question c'est, est-ce que Fier d'être développeur peut proposer quelque chose aux 10-15 ans qui augmente le nombre de vocations en France? Pour changer les mentalités. Je crois. Et dans les 8 minutes qui nous restent avant que Daniel essaie de répondre à votre question, monsieur, posons les problèmes de l'éducation au code en France. Ou comment est-ce qu'on peut sortir, alors peut-être des démarches EPITA et 42, mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on peut sortir du nombre restreint de gens que ça intéresse pour aller vers l'éducation nationale en général? Moi j'ai une petite anecdote à ce sujet. Vas-y. À l'époque, quand j'étais en UT donc à Nice, je me suis rapproché de la fac, ils avaient des postes assez intéressants. C'était mi-chercheur, mi-enseignant, c'était assez intéressant, ça m'aurait laissé du temps de faire autre chose à côté, puisque justement moi je voulais écrire aussi à côté. Et quand je me suis ramené avec mon CV, j'avais écrit un livre à 15 000 exemplaires sur les technologies Microsoft. C'est pas très bien vu en France, malheureusement. Quand je me suis ramené, ils m'ont fait arriver le deuxième, donc ils ont pris quelqu'un d'autre pour le poste, il n'y en avait qu'un. Et ils m'ont sorti un mot qui m'est resté assez prégnant, quoi. Ils m'ont dit monsieur, on vous a pas pris parce que vous êtes trop professionnalisant. Et waouh, c'était la faculté qui n'a pas vocation, je rappelle, à former des professionnels. C'est vrai qu'il doit faire mais j'ai trouvé ça dans le contexte, bon, c'était il y a peut-être 10 ans, à peu près il y a 10 ans, mais j'ai trouvé ça choquant. Que dans le pays, et maintenant on voit d'ailleurs les résultats de toutes ces politiques,
10 ans plus tard, ça va pas très très bien, et il faudrait changer tout ça. J'y mets d'un mot, puis je partage le temps de parole entre Nicolas et Manu. Moi, je pense aussi qu'il faut faire quelque chose très tôt. Moi, je suis tombé dans l'informatique en 6e. J'étais à l'école française à Florence et notre prof justement de maths nous a dit que c'était pas très intéressant. Il nous avait collé sur des ordinateurs en nous forçant à jouer avec un langage qui s'appelait Logo, avec une tortue qui était complètement délirant parce qu'à la fin, on a quand même fait un conjugueur français avec le Logo, avec tous les trucs, avec les G, les CCD et les autres trucs. Je suis assez d'accord. Il faut avoir les deux, mais une formation assez technique et une formation assez théorique. Je pense que la partie théorique, on sait très bien le faire en France, donc maintenant il faut qu'on bouge le curseur de l'autre côté. Il reste 10 minutes, 3 minutes à droite, 3 minutes à gauche. Moi je crois qu'il faut qu'un enfant à 6 ans il sache recompiler les kernels Linux et puis c'est tout. Surtout, c'est pas dramatiquement compliqué. C'est pour ça que je parle de 6 ans, je pense que c'est honnête. Une remarque sur ce que tu as dit là, à propos de l'IUT. Ils ont fait, vous savez, on vient de changer de loi de cadrage là, en fin de compte, la mission des universités vient d'être redéfinie. Dans le projet de loi, il y avait 60 fois le mot professionnel. En sortie, il n'y a plus qu'une fois. Donc il faut voir l'effet du lobbying des profs là-dessus. C'est quelque chose que, en facial, ils sont tous pour, et dedans, dans le détail, ils sont terriblement contre. C'est quelque chose de très très dur, et ils n'acceptent pas l'idée. C'est-à-dire que pour la plupart des professeurs d'université, la plupart n'ont jamais été en entreprise, et l'entreprise, c'est le mal absolu. C'est-à-dire qu'ils pensent que le fait de gagner de l'argent pervertit la pureté de la mission. Mais ils défendent quoi? Leurs habitudes de pensée ou leur droit de priver de leurs élèves de tout avenir? Enfin, comment ça se passe? Non, ils croient vraiment faire le bien en faisant ça. Il n'y a aucune malignité dans l'histoire, c'est qu'ils pensent que pour la pureté de la connaissance, du développement du savoir, l'argent pervertit complètement le système. Et c'est quelque chose de vraiment profond, et ils croient qu'ils ont la mission de faire. C'est vraiment quelque chose de fort. Donc ça, il faut bien le savoir. Et je vous dis, aujourd'hui, si vous voulez, le ministère et la direction générale de l'enseignement se battent globalement contre le corps professoral et les syndicats pour les amener vers le professionnel. C'est vraiment la mission actuelle du ministère de l'Éducation. C'est très difficile parce qu'ils croient que c'est profondément mal. Alors ça, c'est un premier point. Maintenant, il y a dans les actions là, que vous pouvez prévoir, il y a, je ne sais pas si vous connaissez Gilles Balinet, qui est notre champion numérique en France, etc., est en train de lancer une initiative pour traduire en France qui s'appelle Code académique, une initiative américaine. Il a fait traduire en français et ça s'adresse aux gamins entre 10 et 15 ans, effectivement, avec tout un tas à la fois de cours et de jeux pour apprendre à programmer et tout un tas d'initiatives qui vont être mises en place sur un ensemble de communes en France pour qu'il y ait des points de réunion pour qu'ils bossent ensemble, etc. Donc ça, c'est un truc qui va être lancé autour de janvier, juste pour information. Donc c'est un truc qui, à mon avis, peut changer beaucoup de choses. Il y a 400 000 gamins qui suivent ça en Angleterre, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est quelque chose qui est vachement, qui peut être super positif. Voilà. Donc, sans un franc d'argent public. Sans argent public du tout. Il y a un peu d'argent européen, et il y a essentiellement de l'argent privé. Et en plus du collaboratif, il y a plein de développeurs indépendants qui ont participé au truc pour faire le site web, maintenir, pour les projets. Enfin, c'est un truc très sympa et intelligent, je pense. Après, sur le fond, moi je crois objectivement que c'est vrai qu'on a un système éducatif sur la théorie qui est relativement performant, qui est même super performant. D'ailleurs, au niveau recherche fondamentale, on est plutôt bien placé. Il n'y a pas de doute. Ce qui manque dans cette histoire, c'est le fun. C'est super chiant. Il faut voir que les gamins aujourd'hui, ils se font méga chier en cours. Et que l'informatique, c'est amusant. Moi, j'ai été dernièrement dans un collège qui font de l'informatique. Ils ont réussi à rendre le truc insupportable. Les gamins n'y vont pas. Tout ça, alors que c'est marrant, mais c'est tellement. Ils font des contrôles, ils font des examens sur papier. Et les gamins, ils deviennent fous. C'est tout simplement inintéressant. Donc moi je pense qu'il faut ramener du jeu dans cette histoire et monter des concours de programmation, des trucs qui les font rire. Un gamin à 15 ans, normalement ça s'amuse. Avec l'informatique on peut s'amuser à fond. Et le problème c'est que dès lors qu'on essaie, le problème de l'éducation nationale c'est qu'ils confient une mission à des profs et que les mecs, pour briller entre eux, ils vont rendre le truc hyper abstrait, de plus en plus compliqué, etc. Parce qu'il y a une espèce de snobisme, de l'abstraction dans les trucs. C'est-à-dire que faire un truc tout con, on fait des tortues et tout comme ça, ils peuvent pas admettre, ça leur va pas. Ils peuvent pas le médier, c'est trop con, c'est trop simple. Et surtout, ce que tu as bien dit, c'est qu'aucun enseignant de l'éducation nationale ne connaît le monde de l'entreprise. Je crois que ça, c'est vraiment un problème. Juste une toute petite... Prends le micro, il n'y a pas de micro.
J'ai ma fille qui est dans une école primaire à Vincennes, qui est une zone d'éducation tout à fait correcte, et je suis dans une association de parents d'élèves. Donc j'écris des petits papiers sur l'enseignement de la programmation très jeune. Et là, je me heurte à un instituteur, très bien au demeurant, propre sur lui, etc., qui me dit, mais la salle informatique, il n'y a plus de tonnerre dans l'imprimante, alors une salle informatique sans imprimante, ça ne sert à rien. Alors là, j'ai quand même eu beaucoup de mal. J'ai trouvé ça très représentatif. Donc je lui ai dit, mais le concept d'un fichier que les gamins retrouvent la semaine d'après, parce qu'on l'a déposé dans le cloud et tout. Oh, vous croyez. Alors j'ai été obligé de lui écrire. Donc là, je suis très content parce que tout à l'heure, on va avoir des démos de Scratch. Je ne sais pas si vous connaissez Scratch. Alors je fais du Scratch avec ma fille de 8 ans. Et là, j'essaie de rentrer dans l'école avec Scratch. Et évidemment, je ne suis pas habilité par l'éducation nationale. Donc je suis pas des rétros. Voilà. Le micro à madame ou mademoiselle, puis monsieur là-bas. Oui, bonjour. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, je me suis pas mal heurtée, justement, on en parlera peut-être plus tard, mais aux écoles primaires, justement, qui veulent essayer d'avancer un peu là-dessus. La réponse qu'on a souvent quand on dit on aimerait bien apprendre à vos enfants à programmer, c'est nous, on a déjà notre projet numérique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, on apprenait à faire de la tortue, du logo, on avait à peu près le même âge sur l'ordi quand on était à l'école. Et puis petit à petit, ça a été remplacé par on va faire du mail, du Word, du je sais pas quoi, on va apprendre à se servir en fait de l'outil informatique qui était déjà bien avancé. Et ça fait partie du programme, mais du coup, il y a un amalgame qui est fait entre ça et apprendre à programmer qui fait que maintenant c'est du numérique. Donc on dit, par exemple, moi près de là où j'habite, il y a l'école d'Elancourt qui est au top du numérique parce que le maire a offert des tablettes aux enfants. N'empêche qu'ils ont tous un iPad et qu'ils savent juste jouer avec et qu'au final ça ne répond pas du tout au problème. Non, mais je crois que c'est une énorme question. Il y a une grosse différence entre connaître l'alphabet et savoir se servir d'une application. Monsieur, sans micro, je suis désolé, très fort. Monsieur d'abord. Non, rapidement, c'est vrai que je rejoins un peu votre idée. Essayez. Ok. Merci. Non, je rejoins un petit peu l'idée de monsieur et qui a été soulignée par Eric. C'est en termes de pédagogie, effectivement, il y a deux aspects que je retiens pour le moment. Les mentalités en France, etc. Mais ça, je pense qu'on est loin de les changer pour l'instant. Ça changera forcément, mais ça mettra du temps. Et je ne sais pas quel impact on peut avoir là-dessus. Je ne suis pas très optimiste non plus. Par contre, en termes de pédagogie, là, c'est pareil. Et là, je pense qu'il y a peut-être une action possible. En dehors du système de l'éducation, parce que là aussi, on vient d'en parler, c'est verrouillé. J'ai aussi des expériences avec des enfants et je me rends compte que c'est la catastrophe. Ils sont plus dégoûtés qu'à avoir le plaisir d'apprendre. Et peut-être qu'il y a quelque chose Enfin, moi, je serais intéressé pour réfléchir à un contenu pédagogique, mais à partir de, pas que pour les jeunes, parce que je pense que ça peut aussi intéresser les ados, etc. Voilà l'idée. Je pense que là, il y a peut-être quelque chose de possible. Je suis dans la pédagogie en plus, j'ai déjà du contenu. Peut-être que ça pourrait lancer une idée et construire quelque chose autour de l'association. Moi, je vais prendre la défense des profs, parce que déjà, les profs, ils ne sont pas développeurs. Les profs Donc, monsieur, prendre la défense des profs, parce que déjà, les profs, ils ne sont pas développeurs, et maintenant, il y a le micro. On va le faire. Allez-y. Mais là-dedans, moi, j'attaquerai plutôt pour plus petits. Sur les enfants de 10-15 ans, ils sont déjà imprégnés d'outils informatiques. Aujourd'hui, en maternelle, ils ont déjà accès à l'informatique et c'est là où ils comprennent vraiment à quoi ça sert. Et les professeurs sont demandeurs. Moi, je suis avec le CUTO, le plus riche de France, donc ils ont à peu près tous dans les écoles maternelles des tableaux numériques. Et ma fille avait ça dans sa classe. J'aurais développé des outils pédagogiques autour de ça. J'aurais proposé, je n'ai pas attendu de faire une réflexion sur la pédagogie, peut-être qu'on va le faire. On a déployé ça pour les gamins, ils ont appris l'alphabet, à compter, et ça marche dès 4-5 ans. Et ça évolue jusqu'au bout, mais tout le monde ne sera pas développeur. On ne va pas faire une génération que de développeurs. On a plein de matières, on a l'histoire géo. Moi, je n'avais pas au cours d'histoire géo, je n'ai pas plus à l'informatique. Mais c'est pas pour ça qu'après, je ne le serai pas. Et, attention. Alors, il y a plein de gens clients, et la majorité est très moyenne. Je suis plutôt médiocre, mais je m'en sors.
J'ai grignoté 5 minutes, il m'en reste 3. Et le problème, c'est que l'essuie-glace, ça marche bien quand on est autour d'une table, mais sur une salle, il n'y a pas quelqu'un au milieu qui veut prendre le micro entre deux. Patrick, en attendant. Voilà. Moi, je pense que ce qu'a souligné Mademoiselle, c'était exactement ça. L'important, c'est pas de faire une génération de développeurs, mais c'est déjà de faire comprendre à l'enfant que programmer. Moi, je vois, j'ai 2 neveux de 10 ans, j'essaye de leur montrer un petit peu le développement. Je leur dis, voilà, ça sur ton iPad, tu as une application, sur ton PC aussi. Il y a des gens derrière qui l'ont fait avec des fichiers texte qui se compilent, etc. Pour eux, ils sont à 1000 km. Donc déjà, rien que déjà, si les jeunes pouvaient comprendre qu'est-ce que c'est qu'un logiciel et qu'est-ce que c'est que le programme qu'il y a derrière qui donne le logiciel, déjà ça c'est important parce que trop souvent on dit le numérique, voire même la programmation, c'est avoir un iPad dans les mains et voilà quoi, faire du Angry Bird ou quoi, déjà c'est de la programmation, c'est pas vrai du tout. Et là il y a un souci. Le process de fabrication data. Alors, là le temps court. Monsieur, vous avez le micro, servez-vous-en, puis Nicolas, pendant que le micro va à monsieur. Monsieur, d'abord. J'étais enseignant par le passé en primaire. Là aujourd'hui, je fais un peu supérieur pour les deux pendants. Ce que je vois et que tu disais, ce qui était intéressant, c'est qu'un gamin qui est redoublé parce qu'il est revenu des États-Unis. Les États-Unis sont sur le résultat. Nous en France, on est sur le comment, sur la démarche. Et je pense en fait les deux ont un problème, c'est qu'ils ne s'attaquent pas au pourquoi. Mais aujourd'hui, je pense qu'en fait, on ne sait pas ce qu'est un développeur en fait. Est-ce qu'un développeur, à votre sens, c'est plutôt un entrepreneur? Pourquoi? Parce qu'il a une vision. Il a envie de fabriquer quelque chose qui va servir à quelqu'un, etc. Moi, je connais beaucoup de développeurs que je recrute. Leur principal problème, c'est qu'ils savent très bien coder, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc, en gros, on va leur donner quelque chose à manger, et eux, ce qu'ils disent, c'est pas pourquoi je vais faire le truc, c'est comment. Je vais le faire vachement bien. Alors, je vais te le faire en 10 jours, parce que moi, le problème que j'ai, les développeurs que je recrute, ils sont pas lents, ils sont très rapides, sauf qu'ils n'ont pas compris que moi, j'en ai besoin pendant 48 heures. Ils vont mettre une semaine à me le fabriquer. Alors, il est super beau, hein, le truc. Il blingue, il est brillant, etc. Mais ils n'ont pas compris pourquoi ils faisaient la chose. C'est deux personnes. Il y en a un qui n'entend pas et un conjoint qui ne l'explique pas correctement. D'accord. Nicolas Sadirac, puis monsieur, puis Laurent Trébu, puis Emmanuel Carly. Et puis on aura fini. Un petit mot sur le... Je pense pas que notre objectif soit de faire une génération de développeurs. Par contre, je pense que l'école a vocation à créer des vocations. Et pour créer des vocations, il faut qu'il expérimente. Moi, j'ai participé à un truc qui s'appelait le plan informatique pour tous. Là. Quand on a mis des TO7 et des MO7, des trucs des ordinateurs avec des 6809 devant, des 16 bits horribles. Je travaillais justement avec des gamins de maternelle aussi. Et vous voyez les gamins, ils faisaient du logo, alors qu'ils ne savaient pas écrire, ils faisaient du logo avec des cartes perforées. Et ça marchait à fond. Et dans le tas, il y en avait sur une vingtaine dans une classe, il y en avait 5 qui s'éclataient. Et ces gens-là, je pense qu'on a profondément changé leur vie. Le problème, c'est qu'on doit le faire à tout le monde. Bien sûr qu'il y en a 2%, 3% qui deviendront des développeurs. Mais aujourd'hui, on rate des gens qui sont pleins de talent parce qu'on ne leur a pas tout simplement exposé la possibilité de le faire au tout début. Alors en maternelle, en primaire, c'est un choix. Monsieur, puis Laurent Trébu. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit monsieur avant. Mon propos, c'était pas de savoir si les gamins de maintenant ils savaient utiliser un iPad. Moi, par exemple, mes enfants, à 5 ans, ils savaient utiliser un clavier et une souris. Bon, ils ont la chance d'avoir un père informaticien. Mais l'idée, c'est ça. Là, le t-shirt, le t-shirt, c'est développeur. Hein, donc, le propos, c'était de savoir, sur la tranche 10-15 ans, est-ce qu'on peut leur apprendre à coder. Hein, c'est ça le propos. Laurent Trébu, puis la proposition d'Emmanuel Carly, je t'ai oublié tout à l'heure, mais je t'ai pas oublié en fait d'Emmanuel. Laurent, tu sais parler très fort ou tu as parlé plus fort? Oui, je pense que je vais cette amphi. Moi, je voulais remarquer une chose, c'est que quand je suis rentré dans cette amphi, je vois la même population que quand ce sont nos étudiants. 95% d'hommes. Et on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin en abandonnant une partie de l'humanité, une grosse moitié même. Donc je pense qu'il faut illustrer, et c'est nécessaire pour tous vos projets, il faut illustrer les réussites dans le développement, et en particulier quand c'est les femmes qui le font. Et je pense qu'il ne faut pas se couper de cette moitié, et d'autre part, c'est l'exemplarité qui convaincra les gens. Comme tout le monde, j'ai des enfants, j'ai 2 filles, et j'ai une particularité, c'est que leur grand-mère maternelle était informaticienne, ce qui est beaucoup plus rare. Aucune des deux n'a été jamais attirée par l'informatique. Elles l'ont toujours utilisée, elles n'ont jamais voulu en faire leur métier. Elles étaient dans un contexte favorable. Pourquoi? Et je pense que c'est l'image qu'on leur transmet, qui est une image qui n'est pas appropriée. Donc, fier d'être développeur devrait avoir comme objet de promouvoir une image, non pas vouloir révolutionner l'éducation nationale, ce qui me semble assez difficile, mais promouvoir une image favorable
de l'équilibre vie privée, vie familiale et du fait que les femmes peuvent être de très beaux parcours dans notre secteur. Moi, j'aimerais faire une proposition. Les enfants n'ont jamais appris à jouer à la musique à l'école. Je ne crois pas qu'on ait vocation à faire évoluer l'éducation nationale, mais peut-être qu'on peut créer des écoles privées pour enseigner le soft à nos gamins, comme ils apprennent le piano, le violon et tout le reste. Et ça me fait vraiment triper. Alors, voilà, je suis désolé, c'est fini. Merci pour tous. Pour l'animation de cette table ronde, ce que je veux juste dire, c'est qu'on a bien vu au travers de ce débat que c'est un sujet qui remue rapidement les émotions. Plein de gens ont envie de continuer les échanges et on espère bien qu'ils vont se continuer au-delà de cette table ronde. Effectivement, sur le sujet de l'enseignement du code à l'école, la question n'est pas de savoir si on veut que tout le monde devienne développeur, la question est de savoir si le développement logiciel est suffisamment fondamental pour que ce soit quelque chose que les gens abordent pendant leur scolarité. On ne remet pas en cause le fait d'enseigner l'histoire géo, comme on le disait, pourtant on n'a pas tous les gens qui sortent de l'école qui deviennent historiens, mais on pense que c'est important d'avoir des notions d'histoire. Voilà. Donc ce débat-là, je veux juste le positionner. Et il va continuer, on va avoir un forum qui va être en ligne, je vous en parlerai tout à l'heure, et donc on aura plein de façons de continuer à débattre de ce sujet qui nous tient à cœur. La suite du programme, merci aux intervenants de la table ronde, merci à Jean pour cette excellente animation.